j'ai fait plier une mairie. Vous avez bien entendu, j'ai fait plier une mairie. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment, en l'espace de, allez, 1 an et demi, j'ai réussi à faire construire un chalet, ou avoir le droit plutôt de construire un chalet sur un terrain sur lequel j'avais eu un refus catégorique, noir sur blanc, de la mairie. Et j'ai réussi à le faire sans aller au tribunal. C'est ça qui est intéressant dans cette histoire et qui permet de tirer une leçon importante qui, j'espère, pourra vous servir. Alors l'histoire est la suivante. Je ne sais pas si vous le savez, mais on a récemment changé de réglementation en matière de construction de maisons individuelles. La construction de maisons individuelles est quelque chose de réglementé en France, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut non seulement respecter les règles de construction relatives à la commune dans laquelle vous vous trouvez, donc notamment respecter bien sûr le plan local d'urbanisme, le PLU, de la commune où vous vous trouvez, mais il faut également respecter des règles de construction particulières. En l'occurrence, le 1er janvier 2012 est entré en vigueur ce qu'on appelle la réglementation thermique 2012, la RT 2012, qui ensuite devait être remplacée le 1er janvier 2020 par la RE 2020, la réglementation énergétique 2020. Il se trouve que notamment à cause du Covid, cette réglementation a été repoussée, la mise en œuvre, enfin plutôt l'application de cette réglementation a été repoussée une première fois, puis une deuxième, et donc la RE 2020 est entrée en vigueur non pas le 1er janvier 2020, mais le 1er janvier 2022. Bon. Moi, j'ai signé un compromis courant 2021 pour un terrain situé dans une commune des Vosges, donc dans le département 88, où j'investis beaucoup. Et en fait, j'ai signé un compromis avec conditions suspensives d'obtention de permis, conditions suspensives de crédit, enfin bref, toutes les conditions suspensives classiques qu'on met quand on construit. Et il se trouve que on est arrivé assez rapidement à la fin de l'année, j'avais toujours pas déposé mon permis, et j'ai déposé mon permis au dernier moment, à savoir le 27 décembre 2021. Pourquoi je dis au dernier moment? Parce que, en fait, c'est la date de dépôt qui fait foi pour l'application de la réglementation. Comme je savais que la réglementation énergétique 2020 allait entrer en vigueur début 2022, forcément, j'ai dû déposer juste avant pour échapper à la RE 2020 qui impose un certain nombre de choses, notamment l'installation d'une pompe à chaleur, enfin voilà, des choses un peu coûteuses et qui ne sont pas forcément indispensables. Et donc j'ai préféré être en RT 2012 et c'est pour ça que j'ai déposé juste avant la fin de l'année 2021. Voilà. Donc je dépose fin décembre 2021 et là, en avril 2022, donc la commune était bien évidemment obligée de se prononcer favorablement ou non par rapport à ma demande de construction, de permis de construire. Et donc je reçois un courrier à mon domicile en avril 2022 de mémoire, donc il y a à peu près 1 an et demi, indiquant que le permis était refusé. Pourquoi? Parce que j'en ai pas mal parlé sur Instagram, déjà pour ceux qui me suivent sur ce réseau social, parce que le terrain était considéré comme étant en zone humide. Voilà. Alors zone humide, c'est une zone où en gros il y a un expert qui vient, il fait un certain nombre de choses et notamment il teste le sol et il constate que le sol est humide et donc votre terrain est considéré comme en zone humide. Sauf que, et c'est là où est tout l'enjeu de cette histoire, cette zone humide n'était pas caractérisée dans le PLU de la commune où j'ai déposé le permis fin décembre 2021. Il n'était pas caractérisé parce que la commune n'avait sûrement pas pris soin de le caractériser. Il y a eu soit un oubli administratif, soit un oubli politique, soit les deux en même temps. Je sais pas, mais en tout cas, c'était pas caractérisé. Donc cette zone humide, elle apparaissait pas dans le PLU. Quand vous regardiez le PLU, il y avait un certain nombre de zones humides dans la commune, oui, mais en l'occurrence pas celle où je trouve mon terrain. Et donc moi, évidemment, j'ai sauté sur l'occasion. Non pas pour dire attention, la zone n'est pas humide, puisqu'en l'occurrence elle l'était,
J'ai fait passer un expert qui a confirmé que c'était bien en zone humide. Donc, parce que moi, au départ, mon plan d'attaque, c'était de dire non, la zone n'est pas humide. L'expert est passé, il a constaté, comme le disait la mairie, que la zone était humide. Donc, je ne pouvais pas attaquer avec cet argument-là de dire que c'était pas humide. Mais j'ai attaqué différemment en disant, parce que vous auriez dû le caractériser dans le PLU, eh bien, vous vous êtes trompé. Donc, votre refus de permis n'est pas valable, juridiquement. C'est une sorte de vice de procédure, en quelque sorte. Donc moi, j'ai attaqué sur ce plan-là. Alors, comment j'ai fait concrètement? J'ai pris un avocat qui m'avait fait gagner un premier procès sur une affaire tout aussi rocambolesque, voire plus, quelques années auparavant, en 2019. Cet avocat travaille sur Nancy, il est plutôt compétent. Je me suis dit, je vais faire appel à lui à nouveau. Donc, plus que Nancy, c'est la région où se trouve le chalet, donc le Grand Est, c'est la même région, ex-région Lorraine, donc c'était pratique du point de vue juridictionnel. Donc voilà, ça tombait bien, je le connaissais. Je lui ai dit, écoutez maître, est-ce que vous pourriez vous occuper de mon dossier, voilà les pièces. Je lui ai fait un mail assez détaillé avec le PLU en pièce jointe, le refus de permis, ma demande de permis, etc. Est-ce qu'on peut attaquer la mairie? Et là il me dit, donc ça c'était au mois de peut-être mai-juin, juste après avoir reçu le refus, donc mai-juin 2022. Et là il me dit, oui, on va attaquer sur cette base-là, donc sur la base du fait que ça aurait dû être caractérisé dans le PLU. Donc on assigne la commune en question au tribunal administratif de Nancy, ou d'Épinal, je ne sais plus, un des deux. Et sauf que le problème, c'est que quand vous assignez au tribunal administratif, c'est extrêmement long. Il faut attendre entre 1 et 2 ans, vous avez bien entendu, entre 1 et 2 ans, pour avoir la première audience. Sachant qu'à la première audience, le juge ne se prononce pas forcément de manière définitive. Et sachant qu'en plus, derrière, il peut y avoir un appel, etc. Donc ça peut durer des années et des années. En général, une procédure, s'il y a appel, ça peut durer jusqu'à 5 ans, une procédure au tribunal administratif, parce que là, c'est un litige entre une commune et un particulier, en l'occurrence moi. Et donc, c'est le genre de choses qui est tranché, non pas au tribunal d'instance, mais au tribunal administratif. Et les délais sont encore plus longs que dans la justice classique entre particuliers, par exemple, ou entre un particulier et une entreprise, ou entre deux entreprises. Donc voilà, il aurait fallu attendre très longtemps si on avait été au bout du combat, entre guillemets. Sauf que, donc ça c'était juin 2022, sauf que janvier 2023, je vais dans les Vosges depuis Paris, donc je prends ma voiture et là je reçois un coup de fil. C'était en semaine, un lundi après-midi, je reçois un coup de fil. C'était un 03 quelque chose, 0329, donc je savais que c'était un appel qui venait de là-bas. Et là on me dit bonjour, c'est la maire de Ban-sur-Meurthe au téléphone, donc la maire de la commune en question. Voilà, j'aimerais bien discuter avec vous parce que j'ai reçu votre assignation, mais je comprends pas pourquoi vous avez fait ça, faut qu'on en discute, etc. Je dis vous comprenez pas pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que j'estime que le refus que vous m'avez adressé est illégitime, illégal, puisque vous n'avez pas caractérisé la zone humide dans le PLU. Donc je dis pas que le terrain est pas humide, je dis juste que vous n'avez pas caractérisé la zone humide, et donc à ce titre le refus de permis n'est pas valable. Donc si vous voulez on peut discuter, il n'y a pas de problème, mais moi je maintiens ma position et je ne retirerai pas mon assignation tant que je n'aurai pas gain de cause. Donc j'ai été assez ferme dès le début, mais quand même je me suis montré ouvert à la discussion, parce que plutôt que d'attendre 5 ans pour aller au bout, peut-être qu'il y avait un compromis à trouver. En l'occurrence il a été trouvé par la suite. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré bien sûr la maire de cette commune quelques semaines plus tard, au mois de mars, parce qu'en janvier ça n'avait pas pu se faire. J'étais pas resté longtemps et du coup ça n'avait pas pu se faire. On n'avait pas de disponibilité commune, surtout que dans ces petites communes-là, communes de 800 habitants environ, les maires ils bossent pas à temps plein, enfin ils sont pas à temps plein dédiés à la gestion de leur commune, ils ont souvent des boulots à côté, et donc voilà, ils sont là peut-être 2 jours par semaine à la mairie, donc ils ont forcément un emploi du temps assez chargé.
Et donc en mars, je la rencontre et là, on se met d'accord sur quoi? Sur le fait qu'en fait, je bouge l'implantation de mon chalet parce que elle considérait, la mère, que en réalité, le chalet était mal positionné parce que trop près du ruisseau. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on était en zone humide, hein, c'est parce qu'il y avait la présence d'un ruisseau. Et donc elle m'a dit, bougez le chalet. Et là, on peut tomber d'accord sur, avec cette nouvelle implantation, sur une construction. Mais en fait, la vraie raison de ce changement de pied, c'est que je pense que la mère a pris un avocat. Ça, j'en ai pas la certitude parce que je peux pas le vérifier à mon niveau. Mon avocat n'a pas su aussi, ne l'a pas su. On peut pas le savoir en fait. Donc, a priori, la mairie aurait pris un avocat. L'avocat aurait dit, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on suppose, aurait dit attention, vous avez fait n'importe quoi sur le dossier parce que vous avez émis un refus de permis sur une base qui n'était pas légale et qui n'était pas valable. Donc si celui qui vous attaque va au bout, il va gagner, il va vous demander des dommages et intérêts, il va demander des dommages et intérêts au titre du coût de construction plus cher 5 ans plus tard que 5 ans plus tôt, il va demander des intérêts au titre de l'augmentation des taux d'intérêt 5 ans plus tard que 5 ans plus tôt, etc., etc. Il va demander des dommages et intérêts au titre de l'impossibilité pour lui d'avoir loué pendant 5 ans le chalet, donc vous allez vous faire atomiser. Et je pense qu'en fait, sur une commune aussi petite, la maire a eu peur parce que c'était plusieurs centaines de milliers d'euros de dommages et intérêts que j'aurais demandé. Et à l'échelle d'une commune comme ça, vous divisez par le nombre d'habitants, c'est assez colossal, hein. Ça peut vite quasiment être 1000 euros ou 500 euros par habitant. Et les prochaines élections municipales, de mémoire, c'est en 2026. Donc peut-être que le procès se serait terminé avant les élections municipales. Donc c'était compliqué pour elle comme position à tenir. Et donc je pense qu'elle s'est dit, plutôt que d'aller au bout et d'être quasiment certaine de perdre parce que le permis, il y a eu un problème en fait de procédure dans le refus de permis. Tant pis, je vais négocier avec lui une modification de l'implantation du chalet pour être sûr que le ruisseau ne déborde pas jusqu'au chalet et on va s'entendre comme ça. Et en l'occurrence, on s'est entendu là-dessus parce que moi, ça me dérangeait pas de bouger mon chalet de 3 ou 4 mètres. Je crois que c'est ça qui a été fait au final. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement dit à mon constructeur de chalet, Gico, de modifier l'implantation du chalet. Gico m'a donné un nouveau plan d'implantation que j'ai transmis à la mairie. Donc c'était le modificatif de la demande de permis de construire. Le modificatif a été accepté et donc je vais enfin pouvoir construire mon chalet. Alors là, j'ai les recours de tiers à purger, donc il y a encore un tout petit peu de temps avant que la construction démarre, mais j'espère qu'elle va démarrer à l'automne. En tout cas assez tôt parce que après on arrive sur une période où on ne peut pas poser la dalle béton parce que le sol est humide, donc il faut faire attention, il faut aller vite. Mais voilà, tout ça pour dire, alors c'est quoi la leçon de cette histoire? La leçon de cette histoire, c'est tout simplement que il ne faut jamais avoir peur de s'attaquer à une mairie, parce qu'une mairie, c'est comme une région, c'est comme un département, c'est comme le président de la République, c'est comme qui vous voulez. Elle n'est pas au-dessus des lois en fait. Elle a le code de l'urbanisme qui s'applique à elle, qui s'applique aussi à nous, bien sûr, quand on fait des demandes de permis. Mais le code de l'urbanisme, il s'applique aussi à elle. Ça veut dire qu'on n'est pas dans une république bananière où la mairie décide d'octroyer, en fonction de son bon vouloir, les permis ou de les refuser. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des procédures à respecter et on ne peut pas, comme ça, refuser un permis sur la base d'une zone humide qui n'est pas caractérisée dans le PLU. Donc, quand on a compris ça et qu'on est prêt, du coup, forcément, à attaquer une mairie en prenant un avocat, et en fait, on comprend ce que 1% des investisseurs n'ont pas compris, à savoir que l'immobilier, que 99% des investisseurs n'auraient pas fait dans ce cas. Ça, je suis à peu près sûr de ma stat, même si je ne peux pas la prouver, je ne peux pas la démontrer. 99% des investisseurs auraient eu peur d'attaquer une mairie, parce qu'ils se seraient dit, mais ça c'est un biais psychologique, hein, c'est un biais cognitif,
évident, il se serait dit bah non mais je vais jamais gagner un procès contre une mairie, enfin une mairie ça pèse beaucoup plus que moi je suis rien, je vais jamais gagner. Bah en fait non, si la mairie a tort, vous allez gagner, donc il faut pas avoir peur de l'attaquer. C'est ça que ça veut dire. Et ça peut être pareil pour une grande entreprise qui fait n'importe quoi. C'est pas parce qu'on a un particulier qu'on peut pas attaquer une grande entreprise. C'est clair que toutes les mauvaises langues vont vous dire ah non mais eux ils ont moyen de se payer un super avocat. Ouais ok très bien, mais c'est pas parce qu'ils ont le meilleur avocat du monde qui sont tout de suite rendus innocents en fait. Ça marche pas comme ça. C'est comme si vous tuez quelqu'un dans la rue, vous aurez beau prendre le meilleur avocat de France, Dupond-Moretti ou je sais pas qui, bah c'est pas pour autant que Dupond-Moretti va effacer votre crime. Votre crime il a bel et bien existé, donc vous serez condamné. Bah là c'est pareil, si vous comment dire, si vous n'accordez pas un permis et que c'est parfaitement illégal, eh bien vous serez condamné aussi. Donc il ne faut pas avoir peur de s'attaquer à plus gros que soi, c'est ça la leçon en immobilier. Et puis par ailleurs, en tout cas je suis très content parce que ma combativité sur ce dossier-là finalement a fini par payer. Je vais pouvoir construire mon chalet, je vais pouvoir l'exploiter en courte durée pendant quelques années, le temps du différé de crédit. Probablement le vendre après, mais j'en suis pas certain. En tout cas voilà, je vais pouvoir faire une très très belle opération et bien sûr vous pourrez suivre l'avancement de ce chantier sur mes réseaux sociaux et notamment Instagram bien évidemment, voilà, mais également Telegram. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu et que vous retiendrez la leçon qu'il ne faut jamais avoir peur de s'attaquer à plus gros quand on est sûr, quand on est confiant, quand on sait qu'on a raison. Il faut aller au bout de ses idées. Comme disait Léon Blum, l'homme libre est celui qui va au bout de ses idées. Alors allez vous aussi au bout de vos idées.